Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les transitions politiques au Rwanda et au Burundi. Par Philippe Rentiens. Abstract. The latest political transition in Rwanda and Burundi are an illustration of the problematic nature of the transition paradigm, which suppose a rectilinear evolution leading from dictatorship to democracy. The first Rwandan transition, 1990 à 1994, ended in genocide and other massive human rights abuse and heralded the profound destabilization of the whole region. The second transition, 1994 à 2003, has not brought democracy but dictatorship which carries the seeds of new widespread violence. In Burundi, one transition, 1988 à 1993, two has ended in large-scale massacre and the breaking out of a 10-year civil war. The second transition, 1998 à 2005, appears, for the time being, to have succeeded, but major challenge await the regime that has emerged from the election. The failure are due in part to the violent impasse that accompany the excessive struggle over a stake perceived as crucial, i.e. political power and the control of the state. In Rwanda and Burundi, an additional handicap for these transitions is the bipolar nature of the ethnic divide. 1. Introduction. Le paradigme des transitions politiques à l'EPREUVE. La doctrine classique des transitions politiques, bien illustrée par les travaux de Huntington, présume qu'elles impliquent la succession d'un régime autoritaire par un régime démocratique, de l'oppression par la liberté, des violations des droits de la personne par l'état de droit. Elle présente ce phénomène comme débutant par le processus de dissolution d'un régime autoritaire et débouchant sur la mise en place d'un système de gouvernance démocratique. Dans les années 1990, en Afrique, ce paradigme a inspiré les politiques des bailleurs à travers les programmes d'appui à la démocratisation, aux processus électoraux, à la presse et à la société civile, et au système judiciaire. L'optimisme de cette ère de conditionnalité politique cède rapidement la place au désenchantement, lorsqu'il devient évident que la mayonnaise ne prend pas, du moins pas partout. À la prime à la démocratisation succède celle à la bonne gestion, voire même dans de nombreux cas celle au statu quo. Il y a quelques années déjà, Carothers annonce la fin du paradigme de la transition. Il veut montrer que ces suppositions sous-jacentes ne résistent pas aux faits, et il suggère l'utilisation d'un autre prisme. Les transitions politiques ne mènent pas forcément de la dictature à la démocratie, et l'évolution n'est pas obligatoirement rectiligne. Au contraire, le mouvement peut être tortueux et progresser en dents de scie, voire même opérer des retours en arrière. Alors que ce constat s'est imposé partout en Afrique, il s'avère de façon particulièrement claire dans la région des Grands Lacs. Nous tentons ici de façon très empirique, cette analyse portant sur la dernière décennie et même un peu plus au Rwanda et au Burundi. Nous verrons que plusieurs transitions se suivent, voire se chevauchent, et cela pratiquement au même moment. 2. Le Rwanda, le CHEC de deux transitions. 2.1. Une transition négociée et étouffée dans le sang, 1990 à 1994. La première transition rwandaise s'étale de 1990 à 1994 et s'inscrit initialement dans le vent du changement, commun à toute l'Afrique soumise aux contraintes imposées par le nouveau paysage international de l'après-guerre froide. C'est le 5 juillet 1990, après la conférence de La Baule, que le président Habyarimana annonce la création d'une commission nationale de synthèse. Alors que, dans l'entendement de Habyarimana, le cadre reste au début celui du parti unique, lorsque la commission est mise en place le 24 septembre, le mandat lui confié précise entre autres que la charte politique nationale qu'elle doit rédiger devra préciser les principes auxquels la constitution de toute formation politique qui voudrait se constituer serait subordonnée. La perspective du multipartisme est ainsi admise. Ce qui rend la transition rwandaise différente de la plupart des autres, c'est qu'à partir du 1er octobre 1990, une guerre civile, entamée par le FPR à partir de l'Ouganda, vient se greffer sur le processus politique à peine entamé. Cette combinaison, couplée de la bipolarité ethnique, va s'avérer fatale.
Il n'est pas possible ici d'analyser en détail le parcours vers le génocide. Contentons-nous de dire que le FPR, grâce à la pression militaire qu'il exerce sur le régime, devient un allié objectif de l'opposition intérieure qui parvient à obtenir progressivement d'importantes concessions. En juin 1991, une nouvelle constitution autorise le multipartisme et le mois suivant les premiers partis sont agréés. En avril 1992, le premier gouvernement de coalition est mis en place. Le Premier ministre est issu du principal parti d'opposition, le MDR. En juillet de la même année, débutent les négociations d'Arusha entre le gouvernement et le FPR. Ce processus, qui combine la recherche d'un accord politique sur le partage du pouvoir et d'un accord de paix visant à mettre fin à la guerre civile, met aux prises un gouvernement peu homogène et le FPR soudé et cohérent. Durant et après ces négociations, les antagonistes aux deux extrêmes, le MRND et le FPR, le premier craignant perdre le pouvoir, le second voulant s'en accaparer à tout prix, mettent en œuvre des projets de déstabilisation. Du côté de l'ancien pouvoir, les tentatives de sabotage sont assez bien documentées depuis longtemps. Provocation d'affrontements interethniques, violences commises par des escadrons de la mort, intimidation et menaces physiques à l'encontre de l'opposition et de la presse indépendante. Quant à lui, le FPR mène une stratégie de la tension dont on ne s'est rendu compte que plus tard. À la suite de 2 déserteurs de l'armée rwandaise, les lieutenants Abdul Ruzibiza et Alois Ruinzi, le professeur français André Guichawa affirme dans l'édition du 7 mai 2004 du journal Le Monde que cette stratégie a inclus des campagnes d'attentats destinées à faire le maximum de victimes civiles et l'assassinat de personnalités de l'opposition démocratique. D'après Guichawa, les dirigeants du FPR ne voulaient pas lier leur sort à l'organisation d'élections libres. En privilégiant le dénouement militaire, il aurait libéré les forces les plus fanatiques au sein de l'ancien régime. L'existence de cette stratégie du pire a par la suite été détaillée dans 2 ouvrages, l'un de Ruzibiza, l'autre de Pierre Péan. Même si dès lors les principaux antagonistes n'y croient pas, l'accord d'Arusha, signé le 4 août 1993, constitue une redistribution fondamentale des cartes. Le président de la République est déshabillé, réduit à être un chef de l'État cérémoniel. Le gouvernement de transition à base élargie, GTBE, pierre angulaire de l'ordonnancement de la transition, combine les pouvoirs d'un chef d'État et de gouvernement. Il est désigné, non pas par le président de la République, mais par les partis qui le composent. L'Assemblée nationale de transition, ENT, comprend les partis politiques agréés ainsi que le FPR. La nouvelle armée nationale sera composée pour 60% des forces gouvernementales et pour 40% du FPR, sauf au poste de commandement à partir du niveau du bataillon, où la répartition sera de 50% à 50%. Les concessions imposées à l'ancien pouvoir sont considérables. La fonction présidentielle, qui revient au MRND, est vidée de sa substance. L'ancien parti unique perd également sa position prédominante au sein du gouvernement et du Parlement, où il est sur pied d'égalité avec le FPR et les principaux partis d'opposition. Dans l'armée, autre bastion de l'ancien pouvoir, le FPR devient le bloc politico-militaire le plus important. La période de transition doit s'étaler sur 2 phases. Dans un premier temps, les institutions seront mises en place dans les 37 jours qui suivent la signature de l'accord. Dans un second temps, une transition de 22 mois est prévue, à compter de la date de la mise en place du GTBE. Alors qu'il est déjà peu réaliste d'espérer que le GTBE puisse être installé en une trentaine de jours, un nombre d'obstacles vont se poser sur la voie de la mise en application de l'accord, et ce malgré le déploiement, à partir de fin novembre 1993, d'une force internationale. D'une part, de tripolaire le paysage politique devient bipolaire, les principaux partis d'opposition se scindant en 2 ailes, l'une se rapprochant du MRND, l'autre du FPR. Cela rend infiniment plus difficile l'application des mécanismes consociatifs contenus dans l'accord. D'autre part, le 21 octobre 1993, au Burundi voisin, l'armée dominée par les Tutsis commet un coup d'État au cours duquel le premier président démocratiquement élu et Hutu est assassiné. Pour de nombreux Hutus rwandais, c'est la preuve que les Tutsis n'accepteront jamais la démocratie et la méfiance s'installe définitivement. Durant les premiers mois de 1994,
de nombreux blocages font obstacle à la mise en place du GTBE et de l'ENT. Au niveau politique, les difficultés sont liées à l'arithmétique très serrée prévue par l'arrangement consociatif d'Arusha. Ainsi, les décisions du gouvernement requièrent toujours une majorité des 2/3 et certaines matières importantes au Parlement doivent être votées à la même majorité. Le camp FPR tente donc de s'assurer les 2/3, et le camp MRND essaie de l'en empêcher. Chaque bloc étant très proche de son objectif, l'enjeu se réduit finalement à l'attribution d'un seul portefeuille ministériel et à 1 ou 2 sièges à l'Assemblée. Ces blocages politiques s'accompagnent d'une grave augmentation de la violence et de l'insécurité. Déjà dans la seconde moitié de novembre 1993, des dizaines de civils, dont de nombreuses personnalités locales du MRND, sont tués. Selon toute vraisemblance, le FPR est l'auteur de ces forfaits. Les meurtres du ministre Félicien Gatabaisi, le 21 février 1994, et apparemment en guise de représailles, celui du président du parti ultra-Hutu CDR, le lendemain, font considérablement augmenter la tension. Cette fin de février est particulièrement agitée. Des dizaines de personnes trouvent la mort, de nombreux autres sont blessés. En mars, des dizaines d'autres encore sont tués ou blessés dans des incidents à l'arme à feu ou à la grenade. Clairement, les antagonistes s'éloignent de la recherche d'une solution politique et s'installent dans la logique de la reprise des hostilités. Le FPR en particulier poursuit la stratégie du pire, qui fait pourtant courir des risques immenses aux Tutsis de l'intérieur. 2.2. Une transition imposée débouchant sur une dictature portant les prémices de nouvelles violences, 1994 à 2003. Après s'être heurté à ces blocages de plus en plus violents, la transition échoue complètement en avril 1994, lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu, très vraisemblablement par le FPR. L'attentat serait alors le couronnement de la stratégie de la tension menée par le FPR, qui aurait sacrifié des centaines de milliers de Tutsis sur l'autel de la victoire militaire et de la prise du pouvoir. La guerre civile reprend immédiatement et en même temps le génocide et les massacres emportent plus d'1 million de Rwandais. Lorsqu'à l'issue de sa victoire militaire, le FPR met en place un nouveau gouvernement, il affirme continuer d'adhérer à la lettre et à l'esprit de l'accord d'Arusha et à la logique du partage du pouvoir qu'il consacre. Cependant, un nombre d'amendements apportés unilatéralement par le FPR à la loi fondamentale modifient profondément le régime politique prévu par l'accord. Ils introduisent une présidence exécutive forte, imposent la dominance du FPR au gouvernement et redessinent la composition du Parlement. En réalité, la loi fondamentale modifiée relève d'une subtile ingénierie constitutionnelle qui tente de masquer la consolidation du contrôle politique total exercé par le FPR. En juillet 1999, une période de transition initialement fixée à 5 ans est prolongée unilatéralement de 3 ans. Alors que le principal parti d'opposition, le MDR, se rend rapidement compte de la dérive autoritaire, c'est en août 1995 que l'étroitesse de la base du pouvoir s'affirme visiblement. Le Premier ministre Faustin Twagiramungu et les ministres de l'Intérieur, Seth Sendashonga, et de la Justice, Alphonse Nkubito, démissionnent, et les 2 premiers partent à l'étranger, où ils fondent un mouvement d'opposition. C'est le début d'un mouvement de départ en exil de membres de l'élite Hutu d'abord, de Tutsis rescapés du génocide ensuite, et enfin de cadres du FPR, ministres et parlementaires, diplomates, hauts fonctionnaires, officiers, magistrats, journalistes et dirigeants de la société civile, quittent le pays en nombre croissant et dénoncent les abus de pouvoir, les violations des droits de la personne, l'insécurité et les intimidations. Dans la perspective de la fin de la transition, fixée pour juillet 2003, le régime feint d'engager le pays dans un processus de démocratisation. Tenu en mars 2001, les élections locales augurent mal de la direction que prend la transition. Tant les candidats que les électeurs sont soumis à d'intenses pressions. Le scrutin n'est pas perçu comme secret, puisque les électeurs expriment leur vote en apposant leur empreinte digitale à côté du nom du candidat choisi. L'International Crisis Group constate que seuls ceux qui soutiennent le régime sont sélectionnés et que dans ce contexte, la démocratie consensuelle est devenue l'imposition de l'idéologie d'un parti. Les dynamiques à l'œuvre lors des élections locales se confirment et se renforcent en 2003, l'année de la fin de la transition. En effet,
Dans la perspective du référendum constitutionnel et des élections présidentielles et législatives, le régime traverse le Rubicon et ne tente plus vraiment de cacher la dérive autoritaire. Malgré son contrôle total du paysage politique et des instruments de la contrainte au niveau local, provincial et national, le FPR ne paraît pas entièrement confiant et il ferme les derniers espaces potentiels de contestation. En avril, le Parlement recommande la dissolution du dernier parti d'opposition, le MDR, pour divisionnisme, proposition acceptée par le gouvernement en mai. Le débat au Parlement montre que le divisionnisme se définit comme toute expression de désaccord avec la politique du régime, et que, en plus des partis politiques, tout forum de dissidence est ouvertement menacé. Ainsi, les derniers vestiges d'une société civile autonome, le journal Oumoucesso et l'Organisation des droits de la personne Liprodor, sont parmi ceux accusés de divisionnisme par le rapport parlementaire. La Liprodor sera effectivement éliminée en 2004 et Oumoucesso, ainsi qu'un autre journal critique, Oumouco, font l'objet d'incessantes tracasseries, forçant leurs journalistes à quitter l'un après l'autre le pays. D'après tous les observateurs indépendants, tant le référendum constitutionnel du 26 mai que les élections présidentielles, 25 août, et législatives, fin septembre, sont une vaste fraude et une opération cosmétique destinée à la consommation internationale. Tout comme la précédente loi fondamentale, Confère Supra, la Constitution de 2003 est taillée sur mesure du FPR afin de légitimer le régime sous la guise de la gouvernance démocratique. Lors de l'élection présidentielle, Kagame est élu par un vote massif de 95% à l'issue d'une campagne marquée par les arrestations, les disparitions, les intimidations et les irrégularités. Les observateurs internationaux arrivent à des constats similaires lors des élections législatives. La mission de l'Union européenne, notant que la compétition a été inégale et sans véritable opposition, conclut au paradoxe que le pluralisme politique est plus réduit que lors de la période de transition. En outre, la quasi-totalité des députés et sénateurs élus indirectement ou désignés sont des membres ou sympathisants du FPR. À la sortie de la transition, le Rwanda est dès lors retourné à une situation de monopartisme de fait. Alors que la communauté internationale est parfaitement consciente du caractère cosmétique de la transition, elle en avalise l'issue, malgré quelques expressions timides de réserve, notamment de la part de l'UE, des États-Unis et des Pays-Bas. Je n'aborde pas ici les performances du régime dans d'autres domaines, par exemple la situation désastreuse des droits humains, le pillage du Congo, l'augmentation spectaculaire des inégalités, mais aussi la mise en place d'une bonne gouvernance bureaucratique qui séduit les bailleurs. Et je conclus provisoirement sur la transition politique, très illustrative de la fin du paradigme. La première transition, 1990 à 1994, a avorté dans la reprise de la guerre civile, le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et la victoire militaire du FPR. La prise du pouvoir par ce dernier est présentée comme la continuation du processus engagé en 1990, mais il s'agit en réalité du début d'une nouvelle transition, 1994 à 2003, puisque ses prémices sont complètement différentes, ne fût-ce que parce qu'elle n'est plus négociée, mais imposée par la partie victorieuse. Comme l'a fait remarquer la mission d'observation de l'UE, son aboutissement est le contraire de ce que postule le paradigme. Au fur et à mesure que progresse la transition, les espaces de liberté se ferment au niveau tant du champ politique que de la société civile, et au lieu d'évoluer vers la démocratie, le Rwanda voit se consolider un régime autoritaire voire totalitaire. 3. Le Burundi, le CHEC d'une transition, l'espoir d'une autre. 3.1. Une transition imposée et échouée dans la violence, 1988 à 1993. La première transition burundaise débute dans un contexte autre que celui imposé par le vent du changement, après la fin de la guerre froide ailleurs en Afrique. En août 1988, les communes de Ntega et Marangara au nord du pays sont touchées par de graves violences interethniques qui font entre 5 000, chiffre avancé par le gouvernement, et 20 000, autres sources, victimes, des Hutus en grande majorité. 60 000 autres Hutus se réfugient au Rwanda tout proche. La réaction initiale du pouvoir est la même que celle observée lors des grandes crises du passé. L'étendue des massacres,
leur fondement ethnique et la responsabilité des autorités civiles et de l'appareil militaire sont niés. Le gouvernement refuse de tirer les leçons de l'événement et d'assumer la moindre responsabilité. Cependant, les réactions internationales incitent le régime à prendre une double initiative qui tranche avec le passé et qui constitue le début d'une dynamique qui s'avérera historique. D'une part, en octobre 1988, le régime met en place une commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale. Sans que cela ne soit spécifié explicitement, elle est composée de façon paritaire, 12 Hutus et 12 Tutsis. Pour la première fois, l'ethnicité est ainsi institutionnellement reconnue comme une variable politique pertinente. D'autre part, par 2 décrets du 19 octobre, le président Buyoya nomme un Hutu, Adrien Sibomana, comme Premier ministre et il remanie le gouvernement, désormais composé pour moitié de Hutus. Tant à la commission qu'au gouvernement, le principe de la parité pacificatrice est ainsi introduit, et la voie des quotas, farouchement rejetée jusque-là par les élites Tutsis, va faire son chemin dans les arrangements constitutionnels. Alors que les milieux radicaux Hutus et Tutsis contestent sa démarche et qu'ils vont se rejoindre dans des tentatives récurrentes de déstabilisation, Buyoya ne se laisse pas détourner de son projet. Avançant d'étape en étape, la promotion d'une nouvelle politique passe par la publication du rapport de la Commission nationale en avril 1989, l'adoption d'une charte de l'unité nationale par voie référendaire en février 1991, l'adoption d'une nouvelle constitution également par référendum en mars 1992 et l'agrément de partis politiques d'opposition à partir de juin de la même année. 2 processus se chevauchent ici à cause d'une évolution internationale. Le premier, celui de la réconciliation nationale, est entamé dans le cadre du monopartisme et avant le début de l'ère des transitions politiques africaines. Son objectif est d'intégrer les Hutus, jusque-là largement exclus, dans la vie publique. Dans un contexte international qui impose le pluralisme politique, ce processus se mue ensuite en démocratisation, évolution qui n'est pas souhaitée par Buyoya et qui diminue considérablement les possibilités d'un contrôle qui jadis s'exerçait par le biais du parti unique. La succession de ces 2 processus, dont les logiques ne sont pas les mêmes, l'un entamé en 1988, l'autre en 1991, a sans doute été trop rapide. Lorsque, après l'adoption de la Charte de l'Unité, une commission constitutionnelle entame ses travaux en mars 1991, le multipartisme est donc devenu inévitable, même si 1 an plus tôt, Buyoya estime qu'il s'est soldé par le passé par le tribalisme, le régionalisme et tous les maux que le pays a connus. Pour les élites Tutsis, la démocratisation, suivant de si près la réconciliation qu'elles ont déjà du mal à digérer, n'est pas sans risque, parce qu'elle ouvre la perspective qu'une majorité ethnique ne devienne une majorité politique. Se profile donc le risque d'un conflit entre la réconciliation et la démocratisation, risque clairement perçu par la Commission constitutionnelle. Et la démocratie recherchée ne doit pas porter atteinte à l'unité nationale. La Constitution qui doit gérer la transition est une remarquable tentative de faire l'ingénierie de l'unité nationale. Cet objectif est concrétisé par l'obligation de tenir compte des diverses composantes de la population burundaise, par exemple dans la direction des partis politiques, la sélection des candidats aux élections et la composition du gouvernement. Même si les termes Hutu et Tutsi n'apparaissent pas dans le texte, on assiste au début d'une politique de quotas, même si ceux-ci ne sont pas définis quantitativement. Cette option consociative sera étendue, concrétisée et institutionnalisée 10 ans plus tard. Le terrain demeure fort balisé par l'UPRONA, auteur de la Charte de l'Unité, de la Constitution et de la loi sur les partis politiques, et gardien de l'accès d'autres auteurs à la scène politique. Cela n'empêche qu'une forte dynamique est injectée dans le système. Plusieurs partis d'opposition sont actifs à la mi-1992, et la presse et la société civile se libèrent. Malgré que l'UPRONA reste maître du processus et qu'elle résiste aux appels des partis d'opposition de gérer conjointement la transition, notamment par la formation d'un gouvernement de transition, les nouveaux acteurs politiques surmontent les obstacles dressés sur leur route. Le Frodébu en particulier effectue une percée remarquable et rapide. Dès l'automne 1992, les adhésions sont massives et le parti draine des foules impressionnantes vers ses meetings. Le 1er juin 1993,
les élections présidentielles se déroulent dans le calme et hormis quelques problèmes techniques, de façon correcte. Le candidat du Frodebo Melchior Ndadaye obtient 64,75% des voix contre 32,39% en faveur de Buyoya, UPRONA. Lors des élections législatives du 29 juin, le raz-de-marée se confirme en s'amplifiant. Le Frodebo obtient 71,40% des voix, un progrès de plus de 6% par rapport aux résultats de Ndadaye, alors que l'UPRONA ne réalise que 21,43%, presque 11% de moins que le score de Buyoya. Aucun des 4 autres partis n'atteint 2% au niveau national, et n'effleure dans aucune circonscription le soutien nécessaire pour prétendre à un siège. La victoire du Frodebo est telle qu'il obtient 65 sièges sur 81 à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il franchit le seuil, pourtant élevé puisqu'il est fixé au 4/5, nécessaire pour amender la Constitution. En termes ethniques, l'Assemblée est constituée d'environ 85% de Hutus et de 15% de Tutsis, ce qui correspond au poids démographique habituellement reconnu aux 2 principales ethnies. La compétition a dès lors été clairement bipolaire, tant politiquement, Frodebo contre UPRONA, qu'ethniquement Hutu contre Tutsi. Nous verrons que cette donne fondamentale sera différente en 2005. Le constat du vote ethnique confirme la crainte des élites Tutsis qu'une majorité ethnique se soit transformée en majorité politique. Déjà après les élections présidentielles, des étudiants et élèves Tutsis manifestent à Bujumbura affirmant que le scrutin a été en réalité un recensement ethnique. Leurs banderoles disent oui à la démocratie, non à l'ethnisation du pouvoir, et ils exigent l'annulation des élections. Un autre avertissement du mécontentement de certains milieux Tutsis est donné, lorsque dans la nuit du 2 au 3 juillet, un groupe de militaires tente un coup d'État sans succès. Ndadaye comprend très bien qu'il marche sur des œufs, et ses pas initiaux sont prudents et se veulent rassurants. Le gouvernement qu'il met en place le 10 juillet laisse une large part aux autres partis, y compris l'UPRONA, plus d'un tiers de ses membres sont des Tutsis, et le Premier ministre Sylvie Kinigi est une Tutsi de l'UPRONA. En revanche, tous les gouverneurs de province sont remplacés, ainsi que les chefs d'état-major de l'armée et de la gendarmerie. Un nouveau personnel politico-administratif va également occuper une large partie des échelons intermédiaires et locaux. La période de grâce sera très brève pour le nouveau pouvoir investi le 10 juillet, qui est immédiatement confronté à des problèmes considérables. Retour en masse des réfugiés, rééquilibrage au sein des pouvoirs publics, hostilité de la presse privée généralement proche de l'ancien régime, sabotage de la part de pans entiers de la fonction publique loyale à l'UPRONA, et grande méfiance de la part de l'armée qui craint des réformes de l'appareil militaire et de sécurité. Les premiers mois après la transition se déroulent donc péniblement. Alors que le désir du gouvernement de se donner les moyens de sa politique est légitime, il se heurte à des résistances de milieux minoritaires mais puissants, tandis que le comportement d'un nouveau personnel politique et administratif qui n'est pas toujours le mieux qualifié donne lieu à des dérapages. Tout cela inquiète les élites privilégiées sous les régimes précédents. S'ils ne sont pas nombreux, ils disposent toujours de la force armée. Ce mécontentement et ces craintes sont à l'origine du coup d'État du 21 octobre 1993, au cours duquel le président Ndadaye et plusieurs autres dignitaires issus du Frodebo sont assassinés. À la nouvelle du putsch et des assassinats à Bujumbura, les provinces s'embrasent. Des Hutus, souvent encadrés par des autorités locales du Frodebo, tuent des Tutsis et des adhérents de l'UPRONA. L'armée et des civils Tutsis tuent des Hutus et des membres du Frodebo. Près de 50 000 personnes trouvent la mort, à peu près autant de Hutus que de Tutsis. Tandis que, formellement parlant, le coup s'effondre face à la réprobation nationale et internationale, il est suivi par un putsch rampant perpétré par une coalition de l'armée et de forces politiques de l'opposition. Les stratégies de ce que j'ai appelé ailleurs, un des coups d'État manqués les plus réussis, sont diverses et complémentaires. Tentative de détruire la légitimité du Frodebo en l'accusant d'être responsable d'un génocide planifié des Tutsis, utilisation de la Cour constitutionnelle pour paralyser les pouvoirs exécutifs et législatifs, déclenchement d'une violence urbaine et rurale avec la complicité de l'armée et intimidation physique des cadres du Frodebo, rendant ainsi de plus en plus difficile la gestion de l'État, et instauration d'un ordre constitutionnel de fait, qui consolide les acquis du coup d'État.
Cette stratégie radicalise la vie politique et fait obstacle à la recherche d'une solution pacifique. Alors que des leaders du Frodébu entrent dans des négociations au début de 1994, d'autres optent pour la rébellion armée. Le ministre de l'Intérieur Léonard Nyangoma crée le Conseil national pour la défense de la démocratie, CNDD, et son aile armée, les Forces pour la défense de la démocratie, FDD. De même, deux mouvements plus anciens, les Forces nationales de libération, FNL, une branche armée du Palipeutu, et le Front pour la libération nationale, Frolina, se réactivent. C'est le début d'une guerre civile de 10 ans, qui causera la mort, le déplacement ou l'exil de plus d'1 million de Burundais. En même temps, le régime de la convention de gouvernement conclue en septembre 1994 entre le Frodébu et l'UPRONA s'effondre rapidement. Le président et le Parlement sont impuissants, le gouvernement est divisé et incapable de formuler, et encore moins d'appliquer une politique cohérente, et l'armée contrôle effectivement le peu de pouvoir étatique qui reste. 3.2 Une transition négociée et réussie, sous bénéfice d'inventaire, 1998 à 2005. Lorsque le 25 juillet 1996, l'armée commet un nouveau coup d'État et porte l'ancien président Buyoya au pouvoir, cela ne fait que confirmer une situation existante dans les faits. Alors que les États de la région réagissent par l'imposition d'un embargo contre le Burundi, Buyoya avance lentement et prudemment vers une voie négociée, démarche qui débute effectivement en juin 1998 à Arusha sous la médiation de l'ancien président tanzanien Julius Nyerere. Le processus est très difficile, et il frôle constamment l'échec. Après le décès de Nyerere en octobre 1999, Nelson Mandela reprend le flambeau. Plus impatient que son prédécesseur, appuyé par les leaders de la région, il n'hésite pas à exercer des pressions considérables sur les négociateurs burundais. Ces efforts débouchent sur la signature, en août 2000, de l'accord d'Arusha. Plusieurs partis Tutsis parmi les 19 signataires sont très réticents et expriment des réserves sur des dispositions essentielles. S'ils signent l'accord, ils n'y souscrivent pas réellement. La mise en application de ce qui est en réalité un non-accord prend encore 3 ans. Mandela doit déployer tous ses atouts de charisme et de doigté, ainsi que l'appui de la région, pour éviter l'échec. Lors d'un sommet de l'initiative régionale en juillet 2001, il est convenu que la transition s'étendra sur 36 mois, dont la première moitié sera présidée par Pierre Buyoya, UPRONA, et la seconde par Domitien Ndayishimiye, Frodébu. Le sommet décide également que la réforme de l'armée doit débuter immédiatement, et qu'une force militaire africaine sera déployée, deux mesures auxquelles l'armée burundaise et de nombreux Tutsis se sont toujours opposés par le passé. En octobre 2002, deux ailes de mouvements rebelles signent des accords de cessez-le-feu, et quelques-uns de leurs leaders rejoignent le gouvernement au début de 2003. Après avoir longtemps hésité et sous la pression interne et régionale, le 30 avril 2003 Buyoya passe le relais à Ndayishimiye, ce qui contribue à convaincre le mouvement rebelle le plus important, le CNDD-FDD, de quitter le maquis. Suite à d'intenses efforts du vice-président sud-africain Jacob Zuma, qui a succédé à Mandela comme facilitateur, le protocole de Pretoria sur le partage du pouvoir politique, de défense et de sécurité est signé le 8 octobre 2003. Le 23 octobre, le CNDD-FDD entre au gouvernement par la grande porte. Son président Pierre Nkurunziza devient ministre d'État chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État, alors que son mouvement obtient 3 autres portefeuilles dont celui de l'Intérieur. Tandis que les accords successifs prévoient que la transition doit prendre fin le 1er novembre 2004, de nombreux obstacles empêchent le respect du calendrier. Durant 2004, les progrès sont pourtant importants. Le 6 août, un nouveau protocole sur le partage du pouvoir est signé à Pretoria. Il contient une ébauche d'arrangement constitutionnel post-transition que le gouvernement de transition traduit en projet de constitution, approuvé par le Parlement le 20 octobre et par voie référendaire le 28 février 2005. La Constitution est résolument consociative, tentant de concilier le principe majoritaire et la protection des minorités. Cet objectif est poursuivi par les instruments classiques que sont la surreprésentation des minorités, les quotas et le veto minoritaire. Hutus et Tutsis sont présents au gouvernement, au Parlement,
dans les institutions locales et dans les services de défense et de sécurité selon des proportions fixes qui vont largement au-delà du poids démographique des Tutsis, et des Twa qui obtiennent une représentation garantie au Parlement. Le Sénat, qui comprend autant de Hutus que de Tutsis, possède des pouvoirs considérables tant dans le domaine législatif que dans celui du contrôle de l'action gouvernementale. Une majorité qualifiée est requise pour l'adoption de certaines lois, et pour la révision de la Constitution. L'agenda électoral est annoncé le 26 avril 2005. Une série de scrutins passe des élections communales à celles de l'Assemblée nationale, ensuite du Sénat, et enfin du Président de la République. Ce processus se déroule dans des circonstances fort différentes de celles entourant l'expérience de 1993 avec son aboutissement tragique. D'abord, alors que la situation en 1993 était bipolaire dans un double sens, opposant deux partis, Frodebu et UPRONA, et deux ethnies, Hutu et Tutsi, en 2005 le paysage est devenu multipolaire. Les deux principaux partis Hutus, CNDD-FDD et Frodebu, entrent en compétition pour l'électorat Hutu, tandis que plusieurs partis Tutsi tentent de séduire les Tutsis et que la prééminence de l'UPRONA est menacée par d'autres partis comme le PARENA et le MRC. Ensuite, tant la classe politique que la société civile adoptent une attitude plus constructive et moins radicale. Même si les rapports entre les partis ne sont pas exempts de conflits, ils s'abstiennent de prise de position de nature à créer l'impasse, et ils utilisent un langage qui permet de maintenir ouverts les canaux de communication. La société civile, les médias en particulier, évite les positions partisanes et s'érige en gardienne de la paix et garante du bon déroulement de la transition. Enfin, le rôle de l'armée a considérablement changé. Les nouvelles forces de défense nationale, FDN, restent en dehors de la politique. La plupart des militaires rejettent le retour à la guerre et l'instabilité, et l'intégration des combattants du CNDD-FDD se déroule étonnamment bien. La présence d'une force internationale sous commandement sud-africain contribue à la sécurité et dissuade ceux qui seraient tentés de recourir à la voie du coup d'État. Survolons sommairement le marathon électoral de l'été 2005. Dès les élections communales du 3 juin, l'image est claire. Même si des violences et intimidations ont lieu, opposant surtout le CNDD-FDD au Frodebu, le scrutin se déroule dans le calme et d'après les observateurs nationaux et internationaux, de façon globalement correcte et honnête. Sans surprise, le CNDD-FDD est le grand vainqueur puisqu'il s'arroge 62,6% des voix et 55,3% des sièges. Il est suivi par le Frodebu 20,9% et 25,5%, l'UPRONA 5,2% et 8,1%, le CNDD 4,1% et 4,1%, le MRC 1,7% et 2,7% et le PARENA 1,1% et 2,3%. Puisque la Constitution prévoit qu'un maximum de 67% des administrateurs communaux, maires, peut provenir du même groupe ethnique, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, après consultation avec les partis politiques, détermine les 86 communes devant être dirigées par un maire Hutu et les 43 à être administrées par un Tutsi. Cette sélection ne soulève pas de contestation et le 8 juillet, les conseils communaux élisent les maires. 97 CNDD-FDD, 21 Frodebu, 5 CNDD et 2 chacun pour l'UPRONA, le MRC et le PARENA. L'emprise du CNDD-FDD sur le niveau local se voit ainsi confirmée. Après sa défaite aux élections communales, le Frodebu, frustré et sans gouvernail, engage une campagne teintée d'ethnisme visant à diaboliser le CNDD-FDD. Le parti menace de déployer ses jeunes à travers le pays, afin de protéger la population contre les pressions et agressions commises par le CNDD-FDD, et répand des rumeurs annonçant des violences. Cette dangereuse tentative de faire dérailler le processus électoral échoue. Malgré des actes épars de violence, les élections législatives ont lieu dans le calme le 4 juillet. Les observateurs s'accordent pour dire que dans l'ensemble, le scrutin est libre et honnête. Dans une première étape, 100 députés sont élus au suffrage universel direct. Le CNDD-FDD confirme son résultat des élections communales. Il obtient 59 sièges contre 25 pour le Frodebu, 10 pour l'UPRONA, 4 pour le CNDD-FDD et 2 pour le MRC. Puisque le résultat n'est pas conforme aux exigences constitutionnelles en matière de quotas ethniques et de genre,
La CENI est appelée à redresser les déséquilibres par la voie de la cooptation, qui porte sur 4 Hutus et 11 Tutsis, 3 hommes et 12 femmes, ainsi que 3 représentants de la communauté TWA. L'Assemblée nationale comporte ainsi 118 députés, 60% de Hutus et 40% de Tutsis, et environ 31% de femmes. Alors que le CNDD-FDD obtient une majorité absolue de 54% des sièges, cela ne constitue pas un chèque en blanc. En effet, dans certains domaines importants, une majorité des 2/3 est nécessaire et les révisions constitutionnelles requièrent une majorité des 4/5. Le CNDD-FDD devra dès lors s'assurer d'un appui au-delà des clivages ethniques et politiques, exactement ce qu'envisage un arrangement consociatif. Puisque les membres du Sénat sont élus par les conseillers communaux, le résultat des élections sénatoriales est connu d'avance. Seuls 7 partis participent au scrutin du 29 juillet, proposant 142 candidats pour 34 sièges. Puisque la Constitution prévoit que le Sénat est composé d'autant de Hutus que de Tutsis, les membres du collège électoral émettent 2 votes, l'un pour un candidat Hutu, l'autre pour un Tutsi. Le CNDD-FDD obtient 30 sièges, le Frodébu 3 et le CNDD un seul. Par ailleurs, 9 femmes sont cooptées par la CENI, de même que 3 Twa, les 4 anciens chefs de l'État sont sénateurs d'office. La Constitution stipule que le premier président de la période post-transition est élu par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, à la majorité des 2/3 des membres. Dès lors, l'élection présidentielle du 19 août est une formalité, puisque le CNDD-FDD contrôle près de 58% des 166 sièges du Congrès et qu'il est le seul parti à proposer un candidat, en la personne de son président Pierre Nkurunziza. Celui-ci est élu au premier tour par 151 voix pour, 9 contre, une abstention et un vote nul. Il est ainsi plébiscité au-delà des clivages politiques et ethniques. Même si le vote est secret, les résultats montrent qu'un certain nombre de membres du Luprona et la plupart de ceux du Frodébu et du CNDD l'ont soutenu. Malgré les controverses que soulève la nomination d'un nouveau gouvernement, le 30 août, la longue transition burundaise semble être arrivée à bon port. La prudence et la vigilance s'imposent toutefois, comme l'a montré l'expérience désastreuse de 1993. Cela dit, la situation est différente sous plusieurs angles. Nous avons déjà fait observer que le paysage politique est devenu multipolaire, et à ce titre plus facile à gérer. En outre, les attentes ont changé. En 1993, tant l'Uprona que les élites Tutsis étaient surprises par le résultat des élections, alors qu'en 2005 elles s'y attendaient et étaient mieux préparées à les accepter. En 2005, c'est au tour du Frodébu d'être surpris, mais sa capacité de nuisance est limitée. Par ailleurs, la composition et l'attitude de l'armée sont différentes par rapport à 1993, et la menace du coup d'État a considérablement diminué. La société civile, qui s'est significativement raffermie, appuie et protège le processus au-delà des lignes de clivage ethnique. On observe enfin que le parcours a été balisé par une forte ingénierie juridique, et par la remarquable retenue des acteurs du centre du terrain, qui ont ainsi marginalisé les extrêmes du champ politico-militaire. 4. Conclusion et perspective. Comment interpréter le déroulement et l'issue des 4 transitions étudiées dans cet article ? 2 de ces transitions ont été négociées, 2 ont été imposées. Celles imposées, Burundi 1988 à 1993, Rwanda 1994 à 2003, ont échoué. Au Burundi, elle a débouché sur une longue guerre civile, alors qu'au Rwanda, elle a produit une nouvelle dictature accompagnée d'une grande violence structurelle aux retombées régionales. Des transitions négociées, l'une, Rwanda 1990 à 1994, s'est échouée dans le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité de 1994, sous bénéfice d'inventaire. L'autre, Burundi 1998 à 2005, semble aujourd'hui avoir réussi. Les 3 échecs sont notamment dus à l'impasse violente qu'accompagne une lutte excessive pour les enjeux perçus comme cruciaux que sont le pouvoir et le contrôle de l'État. Le coup d'octobre 1993 au Burundi traduit le refus de la part de ceux qui ont été privilégiés des décennies durant d'abandonner un statut devenu naturel. L'échec de la mise en application de l'accord rwandais d'Arusha relève de la même logique. L'ancien régime résiste au changement,
tandis que le FPR, se rendant compte qu'il n'obtiendra pas le pouvoir par les urnes, développe une stratégie cynique de la tension et s'en empare par les armes. Sachant qu'il n'a pas la moindre chance de se maintenir dans un champ politique compétitif, seule la voie du totalitarisme lui est ouverte. La réussite de la seconde transition au Burundi montre à contrario ce qui précède. Même s'ils ont été réticents et que la voie a été parsemée d'embûches, en 2005 les anciens privilégiés voient venir le changement, s'y adaptent au fur et à mesure qu'avance un long processus et finissent par l'accepter. Le danger est devenu moins un retour en arrière qu'une évolution autoritaire du régime issu des élections. Les premiers signes en étaient bien visibles au début de 2006. Au Rwanda et au Burundi, la nature bipolaire du paysage identitaire constitue un handicap additionnel pour les transitions, obstacle que l'on ne retrouve pas dans les autres pays d'Afrique, du moins à l'échelon national. La lutte pour le pouvoir s'en trouve exacerbée, puisque les acteurs politiques ont tendance à raisonner en termes de jeu à somme nulle et que l'adversaire, voire l'ennemi, est tout désigné, étant donné qu'il n'y en a qu'un seul. Ce n'est pas un hasard si l'accord rwandais d'Arusha s'est vu fondamentalement compromis dès le milieu de 1993, lorsque le paysage politique, de tripolaire est devenu bipolaire et que les partis de l'opposition, pourtant en position d'arbitrage, se sont scindés grosso modo le long de la fissure ethnique. De même au Burundi en 1993, la campagne électorale a vu une manipulation croissante du thème de l'ethnicité. D'ailleurs, en accusant le Frodebu d'être le parti des Hutus, l'UPRONA faisait une prophétie qui s'est réalisée à force d'être répétée. L'issue des scrutins de juin 1993 est présentée par la presse internationale comme une victoire Hutu, réconfortant ainsi les craintes des élites Tutsi que le comportement électoral a été ethnique et que leur situation va se fragiliser. Le coup d'État et les massacres qui le suivent sont par la suite interprétés en termes exclusivement ethniques. Par ailleurs, un paradoxe émerge lorsque l'on compare la façon dont les deux pays abordent le problème ethnique. Le régime rwandais, né d'une victoire militaire et lourdement dominé par une élite Tutsi, pratique une politique d'amnésie ethnique, au point que toute référence à l'ethnicité est sanctionnée comme relevant du divisionnisme, érigé en infraction. Au lieu de diminuer le poids de l'ethnicité, cette politique l'a exacerbée. Alors que la nature répressive du régime n'en permet pas l'expression, le sentiment ethnique demeure largement répandu et profond, et de nombreux Hutus attendent en silence le moment de la revanche. De son côté, le Burundi a institutionnalisé le facteur ethnique, choix déterminé par la nécessité de créer la confiance par la voie de mécanismes de pacification de type consociatif. À première vue, cette option serait de nature à rigidifier le clivage, mais le contraire semble être le cas. On ne peut exclure que le Burundi engage l'ethnicité mieux que le Rwanda, ouvrant ainsi la voie à un système politique où d'autres facteurs et clivages plus pertinents prennent le dessus. Cela dit, alors que l'inclusion de Hutus et de Tutsis, en particulier au sein du CNDD-FDD, et le discours anti-ethnique de ce dernier paraissent avoir réduit l'ethnicité comme principale ligne de partage d'une façon étonnamment rapide, il est trop tôt pour conclure à une évolution fondamentale. Quelles sont les perspectives ouvertes par les dernières transitions dans les deux pays ? Alors que celle du Burundi paraît aujourd'hui avoir les meilleures chances de réussir, le nouveau régime est également confronté à des défis majeurs. Il devra faire preuve de patience et de doigté pour éviter le sabotage, voire même la réaction violente de ceux, civils et militaires, qui étaient privilégiés par le passé. Puisque le CNDD-FDD possède une expérience et une expertise limitées, il devra faire appel à toute capacité disponible, quelles que soient les appartenances politiques ou ethniques. De même, le traitement des crimes du passé sera un exercice périlleux. Puisque les coupables appartiennent à plusieurs composantes impliquées dans les appareils politiques et militaires, l'impression de la partialité et de la vengeance devront être évitées, tout en assurant qu'un terme soit mis à l'impunité. Pendant son mandat de 5 ans, le nouveau pouvoir devra montrer aux Burundais ordinaires que la paix apporte un dividende réel. À l'issue de 10 ans de guerre, les secteurs sociaux sont dans un état lamentable. En outre, dans un pays soumis à une forte pression démographique et où 90% de la population est engagée dans une agriculture de subsistance, la gestion du problème foncier, compliquée par la heureuse accent aigu installation des réfugiés et des déplacés,
constitue un élément important d'une politique post-conflit. La qualité de la gouvernance devra s'améliorer visiblement. La crise financière de l'État a engendré une augmentation sensible de la corruption, phénomène relativement, comparé à d'autres pays africains, limité jusqu'au début des années 1990. Le pillage des ressources publiques a exacerbé la pauvreté et érodé les capacités de l'État. Le combat contre ces pratiques perverses nécessitera le soutien de la communauté internationale, qui en échange est en droit d'exiger une amélioration de la qualité de la gouvernance. Les premiers signes donnés par le nouveau pouvoir ne vont malheureusement pas dans ce sens. L'environnement régional demeure fragile et menaçant. En particulier, l'évolution politique en rez-de-chaussée reste incertaine, et surtout la partie orientale de ce pays qui fait frontière avec le Burundi, n'est toujours pas stable. L'autorité de l'État s'y rétablit avec peine et des groupes armés congolais, burundais et rwandais y restent actifs. En outre, si l'expérience burundaise devait réussir, elle serait perçue comme une menace à Kigali, où l'on pourrait être tenté de perturber ce processus tout à fait contraire aux options prises par le régime rwandais. Ceci nous mène aux perspectives pour le Rwanda. À l'issue de la seconde transition, on observera d'abord la continuité très nette entre les régimes d'avant et d'après le génocide. En effet, la façon dont le pouvoir est exercé par le FPR n'est pas meilleure qu'à l'époque du MRND. Un petit cercle au sein du FPR, le Nouvel Akazu, prend les décisions importantes alors que le gouvernement s'occupe de la routine quotidienne de la gestion de l'État. Les deux régimes manipulent l'ethnicité, l'ancien en victimisant et finalement en exterminant les Tutsis, le nouveau en discriminant et en écartant, y compris physiquement, les Hutus sous le prétexte de l'amnésie ethnique. Les deux ont utilisé la violence à grande échelle pour éliminer leurs opposants, et ils l'ont fait dans l'impunité la plus totale. Pratiquant une gouvernance bureaucratique relativement bonne, ces régimes successifs ont réussi à s'assurer les grâces, notamment financières, de la communauté internationale. Cette continuité n'est pas visible que dans les modes d'exercice du pouvoir, mais également dans la nature de l'État. Une ancienne tradition étatique est ici à l'œuvre. À peine 2 ans après l'extrême destruction humaine et matérielle de 1994, l'État est reconstruit. Le Rwanda est à nouveau administré de la base au sommet, les structures territoriales, militaires et de sécurité sont en place, l'appareil judiciaire est rétabli, les revenus fiscaux sont perçus et dépensés. Alors que d'autres États africains tendent vers la déliquescence, l'État rwandais s'est réaffirmé vigoureusement. Poussé par un profond sentiment de culpabilité suite au génocide, et raisonnant en termes de bons et de méchants, la communauté internationale, après avoir abandonné le Rwanda en 1994, a tenté de se racheter en commettant une nouvelle erreur, celle de se rendre complice de la mise en place d'une nouvelle dictature. Le régime s'est bien rendu compte de la faiblesse morale de la communauté internationale, et a exploité à fond son crédit génocide, qui lui a permis d'acquérir le statut de victime et en guise de compensation, de bénéficier de l'impunité la plus totale. Il a pu ainsi s'arroger le monopole de construire la vérité sur le passé, le présent et l'avenir du pays. Le prix en a été immense, tant à l'intérieur du Rwanda que dans la région. De nombreux Rwandais, Hutus et Tutsis, se sentent exclus et menacés par un État, y compris sous sa forme judiciaire, qui n'est pas le leur, et se rendent compte qu'ils sont privés de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires. Les sentiments de frustration, de colère et de désespoir qui en résultent sont une pépinière de violence structurelle, qui prépare le terrain à la violence aiguë. Dès lors, malgré l'air de normalité qui, comme un mirage, séduit la communauté internationale et les visiteurs pressés qui ne voient que Kigali, les perspectives ne sont guère prometteuses. À la lumière de ces contradictions internes, qui sont difficiles à cerner mais qui s'expriment à travers les règlements de compte, les écartements et les défections, le premier risque que le régime court est celui d'une révolution de palais, qui pourrait s'accompagner de violence, mais qui ne changerait pas fondamentalement la donne. À plus long terme, le régime rencontrera les limites d'une gestion basée sur le contrôle, la répression, la peur et l'exclusion, préparant ainsi le terrain pour une violence qui pourrait rivaliser avec celle de 1994. Anvers, mars 2006. The geopolitics of the Great Lakes Crisis.
By René Le Marchand. Résumé. À rebours de certaines idées reçues, les réflexions qui suivent s'inscrivent dans une lecture géopolitique de la crise des Grands Lacs. Celle-ci tient compte non seulement de la géographie politique de la région, à savoir de la dimension territoriale des conflits identitaires, mais des idéologies relatives au territoire, ceci englobant terroir et sous-région. Les bouleversements qui ont traversé l'Afrique ex-belge recouvrent une large gamme de conflits, à propos des terres, de la nationalité, de l'accès aux ressources du sous-sol, dont l'intensité et les retombées varient dans le temps et dans l'espace. Nonobstant leur spécificité et leur mutation, ils ont en commun de véhiculer des images réductrices de l'autre, d'entraîner de multiples ingérences, politiques ou militaires, s'articulant sur des solidarités transfrontalières et partant de multiplier les rivalités entre groupes. À cet accroissement de la violence, qu'accompagne une rapide détérioration de l'environnement et la criminalisation de l'économie par puissances interposées, Rwanda, Ouganda, Zimbabwe, les groupes d'intérêts occidentaux ne sont pas étrangers. À l'échelon régional, cependant, une responsabilité particulière revient au Rwanda, dont les clientèles ethno-régionales, pour fragiles et fluides qu'elles soient, n'ont cessé d'alimenter la crise qui sévit dans l'est du Congo. Les retombées mortifères de l'interdépendance régionale ne sont plus à démontrer. Comment les maîtriser ? Dans un contexte de délabrement de l'économie, de délitement de l'État et de désorganisation de l'armée, tel est le défi majeur que pose la crise des Grands Lacs. 1. Introduction. It may be useful at the outset to clear up some of the conceptual ambiguities surrounding this title, beginning with the spatial dimension of the Great Lakes region. In common usage, the phrase refers to Central Africa's Great Rift Valley, stretching on a north-south axis along the Congo-Nile Cray from Lake Tanganyika in the south to Lake Edward and the legendary Mountains of the Moon in the north. It consists of huge volcanic bulge and depression born of the displacement of the Earth's tectonic plate some 15 million years ago. But where exactly does it begin and where does it end? Should it include western Tanzania and southwestern Sudan? Should the Maniema and North Katanga be factored in as well? The answers are anything but straightforward. There is general agreement, however, that a minimal definition should include Rwanda, Burundi, Eastern Congo and southwestern Uganda as a core area of what was once called the interlacustrine zone of the continent, covering an estimated 300,000 square miles. This is the sense in which we shall use the phrase, assuming that Ituri and Katanga are also legitimate candidates for inclusion. The interlacustrine metaphor is perhaps not the most illuminating in the context of this discussion, if only because it suggests too much in the way of uniformity and too little about the diversity of people, culture and subregion subsumed under this label. There is a fundamental truth in the observation that, the extent to which people are attached to their native turf, terroir d'origine, is still highly developed among the people of the Great Lakes. To this day group loyalties continue to cluster around pre-colonial terroir. While many readily identify with places like Nduga, Kiga, Bwisha, Bwito, Masisi, Rutshuru, Beni Butembo, to name only a few, nowhere among Africans is the Great Lakes perceived as a meaningful identity marker. The phrase, a chrétien romain us, is evocative of the German tradition of a Volksfest, as if a kind of common soul had emerged from the proximity of Tezelalf. Though encompassing many of the shared cultural traits identified by the author a high population density, the agropastoral tandem, a heritage of kingship, a tendency for outsiders to look at Teze societies through the lens of race and so forth, in the end, he adds, what links Teze people and culture together is kind of connivence born of multiple confrontations and countless encounters. Since Teze words were written, 1986, most of Teze encounters have been extremely bloody and their after effect devastating. At the root of Teze confrontation, lie an array of force and circumstances of enormous complexity. Most are the product of human decisions made during the colonial and post-colonial eras, but Teze must be seen in the perspective of the drastic changes that have taken place in the regional environment. Politics and geography intersect in different ways at different points in time, but the key variable remains the same.
The potential for conflict is inscribed in the discontinuities in population densities, the availability of land, the cultural fault lines discernible in different language patterns, mode of social organization and ecological circumstances. None of the above were fixed since time immemorial. Had been noted time and again, and most recently by Michael Mann, modernity has gone hand in hand with eruptions of ethnic violence. Societies that were once held together by hierarchy of birth, rank and privilege have been subjected to profound disruption of their social fabric, ushering in masterless men, marginalized youth and warlords in search of gold, diamonds and coltan. Today's demographic explosion in Rwanda, resulting in a population density of 300 PERSQ km, is without parallel elsewhere, causing a drastic shrinking of cultivable land. Areas where land hunger was almost unknown at the inception of colonial rule, in Rutshuru and Masisi, are now saturated. Deforestation has denuded large tracts of land, accelerating soil erosion and reducing crop cultivation. Almost everywhere wildlife is fast disappearing, most notably hippo, elephant and mountain gorilla, with profoundly negative effect on the region's ecosystem. On se described a un tourist paradise. Today's Great Lakes region show all the symptoms of a Hobbesian universe. Convenient though it is to speak of the crisis in the Great Lakes in the singular, it makes more sense to think in terms of a multiplicity of crises, which, though historically distinct and occurring in specific national context, have set off violent chain reaction in neighboring states. The Hutu Revolution, 1959 à 1962, in Rwanda was one such crisis. Another was the 1994 genocide. Both have sent shockwaves through the region, the first creating the condition of a partial genocide of Hutu in Burundi in 1972, the second unleashing ethnic cleansing, population displacement and civil war through many parts of the Congo, resulting in human loss far greater than in either Burundi in 1972 or Rwanda in 1994. Tout aisé we shall return in a moment. But before going any further, a note of caution is in order about some of the misconceptions surrounding the region's recent agony. 2. Challenging received ideas. The belief that nowhere in the continent has violence taken a heavy toll than in Rwanda, with nearly 1 million deaths, overwhelmingly Tutsi, is one of the most persistently misleading ideas about the region. It may come as a surprise, therefore, that 4 times as many people have died in eastern Congo between 1998 and 2006. Although the exact number will never be known, a recent survey by the International Rescue Committee (IRC) shows that nearly 4 million people were killed from war-related causes in the Democratic Republic of the Congo (DRC) since 1998, the largest documented death toll in a conflict since World War II. Citing the IRC survey, the British medical journal The Lancet recently drew the right conclusion. It is a sad indictment of us all that 7 years into this crisis ignorance about its scale and impact is almost universal, and that international engagement remains completely out of proportion to humanitarian need. Ignorance in this case is largely a reflection of public indifference in the face of a situation which, however unfortunate, is generally seen by outside observers as African-made, rooted in the incorrigible greed of rival warlords, and therefore the responsibility of Africans. But this is only partially true. This is how a British journalist sees the other side of the coin in his coverage of the most savage war in the world. It is also the story of a trail of blood that leads directly to you, to your remote control, to your mobile phone, to your laptop and to your diamond necklace. It is a battle for the metals that make our technological society vibrate and ring and bling. Western economic interests are indeed deeply involved in the conflict through their participation, direct or indirect, in the illicit trade in arms and mineral resources. Both span a wide network of companies, brokers, money changer and facilitator. European companies Belgian, Cogeco, Swiss Mining, Rareme, German Massingiro, Dutch, Chemie Pharmacy, the figure prominently in the war economy of the region, a fact conclusively demonstrated by several outstanding investigative reports. Among various forms of US involvement,
passing reference must be made to the joint venture between the American corporation Trinitech and the Dutch firm Chemie Pharmacy, in which the US Embassy in Kigali may have played a facilitating role. As reported by one well-informed observer, the economic section of the US Embassy in Kigali has been extremely active at the beginning of the war in helping establish joint ventures to exploit coltan, a fact carefully expunged from all official reports, leaving only Africans to be incriminated. Though seldom brought into the public domain, the share of responsibility of Western corporate interest in supporting a war economy that has resulted in the death of millions cannot be ignored. Frequent reference to confrontation among warring factions a resource war point to yet another misconception, for which Paul Collier deserves full credit. This is not to imply that greed is not a factor in sustaining the bloodshed. The point rather is that it never played the central role that Collier would like us to believe in setting in motion the infernal machine leading to inter-ethnic and interstate violence. A recent academic research has shown, instead of invoking the logic of self-serving enrichment, the denial of economic opportunities, more often than not a result of political exclusion, emerges as a critical factor in the etiology of conflict. The basic distinction here is between exclusion as the initial motive and greed as a propelling force at a later stage of intergroup violence. The passage from exclusion to greed is not automatic. It implies major change in the regional field of politics which also point to basic shift in identity pattern. 3. DECONSTRUCTING Social Identities. Tempting it is to view ethnic diversity as a central determinant of violent behavior in the region, the evidence shows otherwise. To the extent that it does provide a meaningful point of reference, ethnicity is not a throwback to primeval enmity. Whether socially constructed, manipulated, invented or mobilized, it is a recent phenomenon, even when its roots are sometimes traceable to pre-colonial times, as in the case of the Banyamulenge. Its contours, moreover, are constantly shifting as the human targets against which it is directed. Communities seen as allies one day are viewed as enemies the next. New coalitions are built for short-term advantage, only to dissolve into warring factions when new options suddenly emerge. In this highly fluid political field, conflict is not reducible to any single identity marker. It is better conceptualized as involving different social boundaries, activated at different points in time, in response to changing political stakes. 3.1. Hutu versus Tutsi, the reductionist trap. No serious analyst of the recent history of the Great Lakes would deny the central significance of the Rwanda genocide on the polarization of Hutu-Tutsi identities throughout the region. Nonetheless, to reduce every conflict at every stage of its evolution to a straight Hutu-Tutsi confrontation is unconvincing. Such a dualism overlooks the presence of alternative forms of identification, and wrongly assumes the salience of the Hutu-Tutsi dichotomy to be permanent feature of the political landscape. The danger of Hutu-Tutsi reductionism is all the more evident when one considers the ethnographic composition of the region. Rwanda and Burundi, after all, are not the only countries whose ethnic maps reveal the existence of Hutu and Tutsi. Kinyarwanda or Kirundi-speaking people are also found in eastern Congo, southern Uganda, western Tanzania. According to the best estimates, the region claims roughly 12 million people speaking Kinyarwanda, and nearly 20 million if Kirundi, a language closely related to Kinyarwanda, is included. Although many migrated from Rwanda and Burundi to neighboring states during and after the colonial period, the presence of Hutu and Tutsi in eastern Congo reaches back to pre-colonial times. What needs to be underscored is that migration from Rwanda or Burundi did not occur at eons but were staggered through the century. Length of residence, ecology and history have shaped identities in ways that defy such simple categorizations as Hutu and Tutsi. It is with reason, therefore, that some analysts, in coming to grip with the politics of North Kivu, insist on drawing distinction between the Hutu from Buisha, those from Rutshuru, and those from Masisi and Kalehe. Such nuance went largely unnoticed by Belgian civil servants. In its effort to make more legible,
The region's complex ethnic configuration, the colonial state contributed significantly to formalize and legitimize the Hutu-Tutsi polarity. Thus the 1959 census figure for what was then the Kivu region, now divided into North and South Kivu and Maniema, designate, oddly enough, a Bantu Amit and Amit, respectively, the 184,089 Hutu and 53,233 Tutsi registered, thus making the Banyarwanda the third largest group after Ubanand, 390,704, and the Bashi 382,572. Time and again historians have drawn attention to the perverse effect of the colonizers' recourse to Hamitic and Bantu label, if to impose its own normative construction on Hutu and Tutsi. Equally striking is the phenomenon described by James Scott in Seeing Like a State, i.e. the state's attempt to make a society legible, to arrange the population in ways that simplify the classic state functions. These state simplification, EATS, did not successfully represent the actual activity of the society they depicted, nor were they intended to. They were maps that, when allied with state power, would enable much of the reality they depicted to be remade. Nonetheless, such attempt at remaking social reality did not obliterate all distinction within Hutu and Tutsi. Nor did they erase the persistent tension between them, on the one hand, and the so-called native Congolese on the other. Many Kinyarwanda speakers, Hutu and Tutsi, trace their families' origins to pre-colonial times and have every right to claim the status of Congolese citizens. This is certainly true of the Banyamulenge, the people from Mulenge. Established in the high plateau area of South Kivu since the 19th century if not earlier, of the Hutu of Buisha, many of whom lived in this area long before the onset of colonial rule, while others came agricultural labourers from Rwanda in the 1930s to supply the European plantocracy of North Kivu with cheap labour. In short, as social categories, the term Hutu and Tutsi cannot do justice to the registers of historical experience that lie at the heart of these many subloyalties. 3.2. The case of the Banyamulenge. A rather unique case of ethnogenesis, the Banyamulenge are a perfect example of how geography, history and politics combine to create a new set of identities within the larger Banyarwanda cultural frame. Heavily concentrated on the high-lying plateau of the Itombwe region of South Kivu, estimates of their numerical importance vary wildly. The figure of 400,000 cited by the late Joseph Mutombo is grossly inflated. A more reliable figure would be between 50,000 and 70,000. Their name derive from the locality, Mulenge, whence they are said to originate. The term, however, has been the source of much controversy because it became increasingly used in the late 1990s, an omnibus label to designate all Tutsi living in North and South Kivu. It came into usage in 1976, a result of the effort of the late Gisaro Muhoza, a member of parliament from South Kivu, to regroup the Banyamulenge population of Mwenga, Fizi and Uvira territories into a single administrative entity. Although its initiative failed, the name stuck, and by 1996 it was often used by ethnic Tutsi and Congolese to designate all Tutsi residents of North and South Kivu. Though much of their history is shrouded in mystery, most historians would agree that they are descendants of Tutsi pastoralists who migrated from Rwanda sometime in the 19th century, long before the advent of colonial rule, a fact vehemently contested, however, by many Congolese intellectuals. They are culturally and socially distinct from the long-established ethnic Tutsi of North Kivu, and the Tutsi refugees of the 1959-62 Rwanda Revolution. Many in fact speak Kinyarwanda differently. Their political awakening can be traced back to the Eastern Congo Rebellion of 1964-65. Many initially joined the insurgency, only to switch sides when they saw their cattle being slaughtered to feed to insurgents. Their contribution to the counter-insurgency did not go unnoticed in Kinshasa. Many were rewarded with lucrative positions in the provincial capital, and more of their children flocked to missionary schools. From a primarily rural, isolated, backward community,
the Banyamulenge would soon become increasingly aware of themselves as a political force. How many joined the RPF in the 1990s is impossible to tell. What is beyond doubt is that they formed the bulk of Kabila's Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, in 1996, and after the fall of Bukavu they filled most of the administrative positions vacated by the Congolese, some of whom were ardent Mobutistes. Equally clear is that they suffered very heavy loss during the anti-Mobutist crusade as well as during the 1998 crisis, when many were massacred by Kabila's supporters in Kinshasa and Lubumbashi. It was said that in the late 1990s Bukavu claimed a larger number of Banyamulenge widows than any other town in the region. The creation in mid-1998 of the Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD, under Rwandan sponsorship, was meant to provide them with a vehicle for the defense of their interest, and of anyone else's who cared to join, but it evolved into an instrument for the defense of Rwandan interest in Eastern Congo, many felt aggrieved and alienated. The feeling that they have been instrumentalized by Kagame is widely shared among them. As we shall see, this sense of grievance against Rwanda is in large part responsible for the internal strain and division suffered by the community. All this, however, does not detract from the fact that, as a group, the Banyamulenge are profoundly aware of their cultural distinctiveness. Few people have been dealt a harsher blow by history. Many argue, with justice, that they have been twice victimized, first by Kagame who set them a cannon fodder for the defense of Rwanda's strategic interest, and then by Congolese extremists, as happened in Bukavu in June 2004, when in the wake of an abortive Banyamulenge-led coup hundreds perished. 3.3. Otherness. What defines the other as an ally or an enemy? Several objective criteria corn to mind: language Rwandophone or Kinyarwanda speaker, country of origin, Banyarwanda, place of settlement, Banyamulenge, the people of Mulenge, ethnicity Hutu and Tutsi, to which must be added morphology or body maps, a reference that increasingly crops up in newspaper articles in Goma and Bukavu. None of the above, however, tells us why one set of criteria should be more relevant than another at any given time. Why, for example, Hutu and Tutsi were generally lumped together as the embodiment of a Banyarwanda menace from 1963 until 1994, when the label quickly dissolved into Hutu-Tutsi enmity, or why the term Banyamulenge, as distinct from Tutsi, carried such a threatening overtone among other communities from 1996 onwards. Otherness has less to do with objective identity markers than with the perceived threats posed by one community to another. Whether real or imaginary, such threats do not materialize out of thin air. They are intimately related to change in the national and regional political environment. Political murder NDAD 1993, génocide Rwanda 1994, refugee flows prédominantly Tutsi in 1959 à 63, Hutu in 1994, ethnic cleansing of Hutu refugees in Eastern Congo in 1996 à 7, the approach of election, 2005 à 6, TZ, as we shall see, are the events and circumstances that have crystallized group identities. Several phases can be identified in a redefinition of group identities. From the so-called Kanyarwanda War in 1963 until 1994, the tendency among native Congolese was to view all Banyarwanda living in Eastern Congo as the incarnation of a multi-faceted menace. After the Rwanda bloodbath, the Hutu-Tutsi conflict metastasized through much of North and South Kivu, causing untold casualties among long-time Tutsi residents, and setting the stage for the 1996 Rwandan-led and Rwandan-inspired invasion of the Congo by the AFDL. From then on, the Hutu-Tutsi frame of reference became the dominant identity marker and a powerful tool of propaganda for extremists at both ends of the ethnic spectrum. Yet by 1998, with the Second Congo War, an ever greater number of actors come into view, the political equation became more complicated, and the straight Hutu-Tutsi cleavage somewhat less relevant. A more complex cognitive map emerges causing Hutu and Tutsi to fragment into factions, and a new pattern of alliance at home and abroad.
Note the least intriguing of the mutation undergone by the regional identity prism is the emergence in recent times of language as a principal yardstick for lumping together Hutu and Tutsi under the Rwandophone label, a strategy clearly inspired by the provincial authorities of North Kivu to expand their grassroots constituency on the eve of the election. To grasp the significance of this episode, something must be said of the long-term social and economic forces that have reshaped regional identities. 4. MULTILAYEREDCONFLICTS. The theme of exclusion run like a red skein through the history of the Great Lakes. It lay at the heart of the 1959-62 Hutu Revolution in Rwanda. 30 years later it served as a propelling force behind the 1990 invasion of Rwanda by the Rwanda Patriotic Front, RPF. Barely concealed by the ban on ethnic label, ethnic discrimination has since emerged as a hallmark of the Kagame regime, to an extent unprecedented in the history of Rwanda. Burundi is another case in point. Political exclusion is the obvious explanation behind the Hutu insurrection of 1972, in turn leading to the first genocide recorded in the annals of the Great Lakes. Nor is Eastern Congo an exception. Where it does stand as a special case is that the group targeted for political exclusion are not always the same as those affected by economic and social discrimination. In the 70s and 80s the former were generally of Rwandan origins, whether Hutu or Tutsi. The latter included those native Congolese communities who insistently denounced the Banyarwanda as the main source of economic oppression. Out of this situation has emerged a rich potential for intergroup violence. 4.1. The threat of Banyarwanda domination. Kanyarwanda 19 631 1966. The little-known Kanyarwanda War was the first public display of anti-Tutsi sentiment in post-independence there. It lasted from 1963 to 1966 and resulted in large-scale massacre of Hutu and Tutsi. Its focus was the newly created province of North Kivu, one of the three entities that transformed Kivu province. The decision to carve Smie entities out of the pre-existing province was in large part inspired by the growing fears of Congolese tribes, notably the Houndé, that the Banyarwanda were about to tighten their grip on provincial institutions and thus threaten the autonomy of their ethnic neighbors. The geographical focus of the anti-Banyarwanda revolt was Masisi and it involved, in essence, an alliance of Houndé and Nand elements against Hutu and Tutsi, with the Bashi generally supportive of the Banyarwanda. One of the first moves of the Houndé insurgents, according to one observer, was to reduce to ashes the local administrative archive so as to prevent the identification of the Banyarwanda otherwise than as refugees or foreigners. That the insurrection should have had its point of ignition in Masisi, where large tracts of land had long been appropriated by Banyarwanda elements, is no less significant than the burning of provincial archives. In whipping up anti-Banyarwanda feelings, the Kanyarwanda uprising was meant to call into question their claim to the land as well as their citizenship as much as their dominant position at the provincial level. 4.2. The land problem. 30 years after the Kanyarwanda War, Masisi would flare up again in an orgy of anti-Banyarwanda violence. In March 1993, like a bolt out of the blue, armed group of Nand, Houndé and Nyanga youth suddenly turned against all Banyarwanda in sight. The intervention of Mobutu's army, codenamed Operation Mebata, though intended to restore order, in fact generated further violence. From May to September 1996 Zairian troops lived up to their reputation as a rebel, plundering much of the rural areas south of Buisha, along the Rwandan border. By the time violence died down, an estimated 14,000 people had been killed, most of them Banyarwanda. Although the precipitating factors remain unclear, there can be little doubt that the underlying cause of the insurrection lay in the growing scarcity of land, which drove the local peasant communities to the edge of starvation. For this situation, the insurgents did not hesitate to hold the Banyarwanda responsible. One need not go too far back into the past to realize that the colonial state also bears much of the blame. The story has been told many times of how in the 1930s,
Belgian authorities embarked on a vast resettlement scheme designed to encourage the influx of Banyarwanda, essentially Hutu, from Rwanda to North Kivu. The aim being to provide Belgian planters with a cheap labor force and create an outlet for the growing population pressure in Rwanda. What is not always realized is that this sudden influx of immigrants played havoc with the traditional organization of the host communities, most notably the Houndé. Not count to expel many Houndé clans from their traditional homeland, the Belgian authorities proceed to create a Banyarwanda chiefdom in the heart of Houndé domain, the so-called Guichari enclave, Bouicha, headed by a Tutsi chief. The Guichari takeover was only the thin-edge of the wedge. By 1959 in Rutshuru the Hutu and Tutsi were 10 times as numerous as the indigenous Houndé population, 10,193. In Masisi almost two-thirds of the population were immigrants from Rwanda. Map 1, Pattern of violence in North Kivu, 1993 à 1997. Unlike the early migrant labourers who settled in Bouicha and Masisi under the wing of the Mission d'immigration des Banyarwanda, MIB, the 15 inners, so-called because they fled Rwanda during the revolution of 1959-62, were overwhelmingly Tutsi. They were incomparably better off in terms of material wealth and education than their Hutu predecessors, and they could count on the unfailing support of a leading émigré figure, Barthélemy Bisengimana, who by 1970 wielded considerable power as Mobutu's chief of staff. What Bisengimana could not achieve, bribery usually did. Bribing the local authorities to acquire land became standard practice. The result has been to set in motion a massive process of land alienation. The extent of the holdings acquired by wealthy Tutsi speaks for itself. Kasungu received 10,000 hectares, Negizayo 2,000. Bisengimana himself received one of the biggest ranch in the region, over 5,000 hectares. The expropriation of native lands was further facilitated by the Bakajika Law of 1966, which converted all public land into the domain of the state, followed by the Zairianisation measures of 1973. Instrumental as it was in operating massive land transfers into Tutsi hands, the effect of étatisation comme Zairianisation were by no means limited to North Kivu. At the root of the Ema-Landu conflict in Ituri lie a very similar phenomenon. As Thierry Vircoulon has shown, the accumulation of land in Ema hands, with the Landu often reduced to the status of day labourers, occurred largely at the expense of the Landu communities, who like many Houndé and Nyanga in North Kivu, eventually found themselves facing a subsistence crisis. While intensifying anti-Banyarwanda sentiment, land expropriation has had a profoundly disruptive impact on indigenous societies. This is a point of crucial significance to our understanding of the next phase in the regional dynamics of violence. Akun Vlasenroot has convincingly argued, the cumulative effect of the repeated violation of customary land rights, the breakup of patron-client ties, the erosion of chiefly authority have created a critical mass of marginalized youth, many of whom later joined the warlords. And just as the warlords can be seen as surrogated patrons for their deracinated followings, fighting for gold and diamonds and coltan is perhaps best understood, in David King's words, a way of creating an alternative system of profit, power and even protection. Another consequence of the land issue has been to give added urgency to the citizenship problem. The land problem and the nationality problem are but two sides of the same coin. Access to land presupposes access to citizenship. Withdrawal of citizenship rights from the Banyarwanda meant the end of their security in land rights. But it would also mean, for many, the end of their physical security as residents of Eastern Congo. 4.3. The nationality question. A turning point in relation between immigrants and indigenous communities came in 1981, with the adoption of a new nationality law. By a stroke of the pen, the Legislative Council repealed the 1972 law which gave citizenship rights to persons originating from Rwanda or Burundi who were residents of the Kivu before January 1, 1950, and instead adopted the notoriously restrictive Ordonnance Loi of March 28, 1981,
which stipulated that citizenship could only be conferred on persons who could show that one of their ancestors was member of a tribe or part of a tribe established in the Congo prior to October 18, 1908, when the Congo formally became a Belgian colony. The dismissal of Bisengimana in 1977, for reasons that remain unclear, thus paved the way for the virtual denial of citizenship rights to all Banyarwanda, irrespective of their date of arrival. Although the 1981 law was never implemented, it nevertheless provided official justification for further discriminatory moves. Candidates suspected of foreign origins were systematically prevented from running during the 1982 and 1987 elections on grounds of dubious nationality. Despite great hopes among the Banyarwandas at the National Conference, 1991, would resolve the nationality issue to their satisfaction, this was not to be the case. The party delegation representing their interest were refused admission to the conference. Civil society delegates did not fare much better. Given their well-established claim to citizenship, the Banyamulenge of South Kivu were especially resentful of such exclusionary measures. After the candidacy of two leading Banyamulenge were declared invalid in 1987, their constituents destroyed the ballot box. Many were arrested. When in October 1993 the news reached South Kivu that the newly elected Hutu president of Burundi, Melchior Ndadaye, had been killed by Tutsi officers, several Banyamulenge were stoned to death in the streets of Uvira. The worst was yet to come. While the victory of the RPF in Kigali was greeted with mixed feeling in eastern Congo, the report of the so-called Vangu Commission, a parliamentary commission charged with investigating the identity of the refugee population declared the Banyamulenge foreign migrants, immigrés étrangers. On the basis of this palpable absurdity, the Transitional Parliament adopted a resolution on April 28, 1995, demanding the repatriation to their countries of origin of all Rwanda and Burundi refugees and immigrants, without condition and without delay, including the Banyamulenge henceforth categorized as foreigners. From then on the Banyamulenge came to be seen increasingly as Rwandan Tutsi in disguise. As the weekly paper Munanira, published in Uvira, commented, "This lie there was sick is but a Rwandan whose morphology and ideology is identical to that of Paul Kagame. The Banyamulenge are quite simply Tutsi and Rwandan at that." Happened elsewhere in the history of the Great Lakes, the stage was set for a self-fulfilling prophecy, grounded in self-protection that inevitably led the Banyamulenge to become Kigali's staunchest ally during the AFDL rebellion leading to the undoing of the Mobutist dictatorship. 5. INTERLOCKING crise. As the history of the region makes clear, its social upheavals are closely interconnected. An obvious example is the Murdru, cross-border tit for TATB1 the ethnic crise in Rwanda and Burundi. The Hutu revolution in Rwanda generated a powerful backlash in Burundi, steadily raising the ethnic temperature, until some 200,000 Hutu were killed by Tutsi in 1972, in what can legitimately be called a partial genocide. In Rwanda, the blowback effect of the Burundi carnage took the form of violent anti-Tutsi pogrom, which paved the way for the rise to power of Juvenal Habyarimana in 1973. We also noted how in Uvira, the news of Ndadaye's death triggered a brutal retaliation against Banyamulenge civilians. It is in Rwanda, however, that Ndadaye's assassination had its most dramatic impact as it ushered an immediate and drastic radicalization of anti-Tutsi sentiments, via Hutu power, that played directly into the hands of the genocidaire. None of the above, however, carried consequences as devastating and wide-ranging as the 1994 genocide. The fallout has been little short of seismic. The litany of cataclysms is all too familiar. Over 1 million Hutu refugees pouring across the border into Zaire, creating chaos and penury in many parts of North and South Kivu. Repeated cross-border raids into Rwanda by remnants of the Force Armée Rwandaise FAR and Interahamwe, accompanied in part of North Kivu by wholesale massacre of ethnic Tutsi,
causing many to seek refuge in Rwanda. Growing evidence of humanitarian aid diverted into extremist stands, and of Mobutu's military assistance to the Hutu refugee leader. All of which rest deep anxiety among Rwanda's new leader. The critical turning point came in 1996 and 1998. The destruction of the refugee camp in October 1996, followed by the killing of tens of thousands of civilian refugees by units of the Rwandan Patriotic Army, now known as the Rwandan Defense Force (RDF), was only the first stage of a grand politico-military strategy aimed at the overthrow of the Mobutist dictatorship and its replacement by a Tutsi-led protectorate. The 1996 war, nominally fought by Laurent Kabila's AFDL, with critical support from Rwanda, Uganda and Angola, successfully achieved each of these objectives. A Kinshasa fell to the AFDL rebels, Kabila emerged as the ideal candidate to play the role of a compliant head of state, which he did until August 1998, when he turned against the kingmakers, thus triggering the Second Congo War. Rather than retelling the story of the 1998 crisis, let us at this point shift our focus, and consider the case of RCD Commander Laurent Nkunda. His trajectory is illustrative of a range of experience that help uncover the links between certain crucial episodes in the history of the region. 5.1 Agency, a spoiler named Nkunda. Commander Laurent Nkunda's main claim to fame is to be among the most persistent spoilers of the precarious peace that loomed on the Kivu horizon after the 2002 Global and Inclusive Agreement. EHS fought in two theatres in Rwanda and in the Congo, and is responsible for the death of hundreds of Congolese, and indirectly, of the many Banyamulenge murdered in Gatumba, Burundi in August 2004. A reliable source describe him as the son of a Tutsi cattle herder in Masisi, who spent time teaching in a local school before joining the RPF in the early 1990s. Although there is every reason to believe that he must have fought in Rwanda during the Civil War, exactly where and in what capacity remain unknown. He eventually surfaced in Eastern Congo as a member of the AFDL, and after 1998 joined the RCD, where he was an intelligence officer and held various key positions in the military leadership. His reputation for brutality is well established. So is his role in organizing the bloody repression of the Kisangani Mutiny in May 2002. When a group of soldiers and police officers of the DRC mutinied against their RCD officers, Nkunda was serving as commander of the 7th Brigade in Goma, after completing a military training program at Gabiro in Rwanda. Along with several Kinyarwanda-speaking officers, including the notorious Gabriel Amissi and 120 troops, Nkunda was sent to Kisangani to restore peace and order. He did so with exemplary cruelty, carrying scores of summary executions. According to Human Rights Watch, RCD officers had been responsible for the death of more than 160 persons. After the installation of the transitional government in 2003, he was appointed regional military commander of Kasai Oriental. He declined the offer, however, saying that it would not be safe for him to travel to Kinshasa and Mbuji-Mayi. He resigned from his position in the Forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, presumably to make himself available for other missions. One such mission occurred in May 2004 in Bukavu, when a Banyamulenge colonel, Jules Mutubu, also trained in Rwanda and subsequently integrated into the FARDC, mutinied against his commanding officer, General Mbuza Mab, commander of the 10th Military Region, and seized control of the provincial capital of South Kivu. It was Nkunda, however, who provided the much-needed military assistance to overcome the resistance of the FARDC. Although the mutiny proved short-lived, more enduring were its after-effects. After the army retook control of the city's core of Banyamulenge were killed by mob of enraged Congolese, while thousands found refuge in the Gatumba refugee camp in Burundi. It was in Gatumba, in August of the same year, that over 100 perished at the hands of Hutu extremists affiliated with the Burundi-based Force Nationale de Libération (FNL) and Meme elements from the DRC.
Determined to live up to his reputation as spoilé, Nkunda's next port of call was Kanyabayonga, near the border with Rwanda, where in December 2004 took several units of the FARDC, presumably with logistical assistance from the Rwandan army, bringing relations between Rwanda and the DRC near the breaking point. More recently, in January 2006, Commande Nkunda made another show of military prowess when he attacked the town of Rufishuru, causing the displacement of tens of thousands of panic-stricken villagers. One hesitates to make too much of the Nkunda vignette, but it is emblematic of how at certain critical junctures the choices made by individual actors have triggered one crisis after another. Once this is said, the regional context in which decisions were made is no less worthy of attention. 5.2. Cross-border ties, the kin country syndrome. What Huntington referred to as the kin country syndrome, where communities sharing similar cultural ties are mobilized across national boundaries, in support of or against a government, draws attention to an obvious dimension of the Great Lakes crisis. Although the phenomenon is not unique to the region, in no other part of the continent HACID played a more decisive role in projecting ethnic threats from one national arena to another. Kin country rallying was indeed a critical vector in the diffusion of ethnic enmity from Rwanda into Burundi in the early 1960s, and back from Burundi into Rwanda in 1973. So also among ethnic Tutsi in eastern Congo during the early stage of the civil war in Rwanda, when hundreds were recruited into the ranks of the RPF. And when they found themselves in the crosshair of Congolese and refugee extremists in 1996, Rwanda did not hesitate to reciprocate the favor. While the RPF acted as a senior partner, many were the Banyamulenge who served as auxiliaries in the destruction of the refugee camp, and in subsequent cleansing operations. Much the same coalescence of ethnic affinities presided over the emergence of the solidly Hutu Force démocratique pour la libération du Rwanda, FDLR, in eastern Congo, notwithstanding the bitter rivalry currently tearing in leadership 93. Again, consider the case of the Nand of North Kivu known as Bakonjo in Uganda. 4 years Nand involvement in the wide-ranging trade networks linking their core area of Butembo Beni to East Africa and beyond helped strengthen Nand-Bakonjo ties, but the connection became politically significant in the 1990s when in his effort to weaken the Museveni regime, Mobutu did everything he could to bolster the Bakonjo-led National Army for the Liberation of Uganda, NALU, a move which elicited a fair degree of sympathy among the Nand. Part of North Kivu became a privileged sanctuary for NALU militants. According to one observer, armed with weapons sent from Kinshasa and Khartoum, on November 13 they launched a major offensive against Uganda, which temporarily brought under its control much of the Kasese district and the town of Mbarara. Such a fault-line conflict Huntington not, tend to be vicious and bloody since a fundamental issue of identity are at stake. In addition, they tend to be lengthy. They may be interrupted by truce or agreement but they tend to break down and the conflict is resumed. 5.3. Refugee flows. In the absence of massive outpouring of Hutu refugees to neighboring states, with vivid memories of the violence they experienced or inflicted, it is a question of whether kinship ties would have been mobilized so quickly and so effectively, and whether the security concerns of neighboring states would have assumed the same urgency. Much of the history of the region is indeed reducible to the transformation of refugee-generating conflict into conflict-generating refugees, or as Myron Wenner puts it, conflict creates refugees, but refugees also create conflict. From the days of the Hutu Revolution in Rwanda to the invasion of the refugee warriors from Uganda in 1994, from the huge exodus of Hutu from Burundi in 1972 to the cleansing of Hutu refugee camp in 1996 asset, the pattern which emerges again and again is one in which refugee populations serve as the vehicles through which ethnic identities are mobilized and manipulated, host communities preyed upon and external resources extracted. The net result, as one observer noted, has been to create domestic instability, generate interstate tension and threaten international security.
The view that refugees are potentially a tool in interstate conflict is nowhere more cruelly demonstrated than by the fact that befell the Hutu refugees numbering over 1 million. Manipulated by their own leaders as well as by Mobutu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.